prossimo ospite ci viene da Losanna, è un po' un piacere per me presentarlo perché abbiamo lavorato insieme tanti anni fa al CHUV di Losanna. Nicolai adesso è professore ordinario alla Facoltà di Medicina di Berna, primario del Policlinico e della Clinica Universitaria di Medicina e si occupa in particolar modo di prevenzione e screening. È uno studioso di quella che si chiama il sovraconsumo, la sovraprescrizione, ed è proprio di questo che ci parlerà nei prossimi 15-20 minuti. Merci beaucoup. Chers organisateurs, chers collègues, merci beaucoup de l'invitation. On m'a demandé de parler en français, ce que je fais volontiers. Le sujet est très important parce que vous verrez qu'une grande partie des coûts est générée dans les hôpitaux. Malheureusement, les données actuelles que nous avons, notamment en Suisse, sont relativement limitées pour comparer ce qui se fait en termes de surtraitement. Et je pense que c'est un domaine important de recherche où on doit améliorer aussi les données disponibles et réussir aussi à améliorer la surutilisation dans les hôpitaux. Pour préciser, je suis à la polyclinique, donc dans la partie ambulatoire, là, comme le chef de la polyclinique à Berne, mais je suis aussi médecin-chef en médecine hospitalière à l'hôpital de Lille à Berne. Donc le plan de la présentation, une courte introduction, vous avez déjà beaucoup entendu, donc je serai assez bref sur Choosing Wisely. Une première liste qu'on a développée dans notre clinique à Berne pour diminuer les soins à l'hôpital et former aussi nos assistants pour qu'ils réduisent les soins inutiles. Je parlerai aussi des prescriptions inappropriées, qui sont une partie importante aussi des coûts, et aussi des coûts qui sont générés aussi à long terme après la sortie de l'hôpital. Les interventions invasives, il y a beaucoup de variations, probablement, comme ça a été montré aux États-Unis, dans les interventions invasives qui sont faites, qui sont appliquées à un petit groupe, mais génèrent des larges coûts. La question aussi importante que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à diminuer ce qui est inapproprié, et diminuer aussi les traitements inappropriés. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, comme on l'a discuté, comme on pourra aussi le discuter à la discussion sur le podium tout à l'heure. Un point aussi très important, c'est qu'on a de plus en plus de patients multimorbides et c'est un gros problème pour la prise en charge de ces patients à l'hôpital. Et là, on a vraiment besoin de données supplémentaires pour savoir comment prendre ces patients, vu que les guidelines s'appliquent qu'à des gens qui ont une seule maladie et qui sont très rares chez les patients âgés hospitalisés. Les coûts, ça probablement pas le facteur le plus important aussi pour adresser Choosing Wisely. Le premier but est d'améliorer les soins, mais c'est clair que quand on voit où se situe la Suisse et la progression aussi des coûts, on est juste après les États-Unis, et comme un des présentateurs précédents a montré au niveau des données de l'OSD, malgré ces coûts très élevés, on n'a pas une meilleure qualité des soins qu'en Hollande ou d'autres pays qui ont des coûts plus bas avec une qualité des soins similaire. Donc il y a certainement une marge importante d'amélioration en Suisse. Pourquoi les coûts à l'hôpital? On sait que les coûts dans les hôpitaux sont une partie importante des coûts de la santé. D'après les données de la Confédération suisse, on voit que si on regarde les coûts, il y a 37,5% des coûts qui sont dans les hôpitaux, et notamment quand on regarde aussi les coûts des patients hospitalisés, c'est 46,2% des coûts en Suisse, donc une large partie, entre 30 et 50%, on peut dire, des coûts en Suisse sont faits par les traitements à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on a fait à notre niveau? Le professeur Gaspo a montré comment on développe ces listes. Il y a un grand projet là, de la Société suisse de médecine interne pour développer une liste nationale. On s'est dit qu'on voulait, pour pouvoir rapidement faire aussi de l'enseignement à nos médecins assistants et diminuer les soins inutiles, aussi faire une liste interne à Berne, basée sur le processus qui avait été fait pour la médecine ambulatoire. On a identifié, à partir de la littérature, à partir de ce qui a été déjà montré, ne pas apporter de bénéfices aux patients, quelques interventions qui peuvent être facilement appliquées au quotidien à l'hôpital et qui permettent de diminuer des soins inutiles qui peuvent avoir aussi des conséquences négatives chez les patients, comme par exemple d'éviter de faire des cultures ou de donner des antibiotiques à des gens qui ont des bactériuries asymptomatiques, notamment chez les patients âgés, à moins qu'ils aient vraiment des symptômes de ces maladies.
éviter aussi de surtraiter le diabète. On a eu des recommandations dans les 20 à 30 dernières années qu'il fallait traiter au maximum le diabète, baisser le sucre le plus bas possible. Plus c'était bas, plus c'était mieux, comme dans beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Les dernières études ont montré que cette stratégie améliorait en rien les soins des patients, notamment chez les patients âgés. Il y a 3 grandes études qui ont montré qu'il n'y avait aucun bénéfice sur le pronostic cardiovasculaire de traiter très intensivement le diabète. Même une étude qui a montré une augmentation de la mortalité chez les patients qui étaient traités agressivement chez 10 000 patients aux États-Unis, avec plus de mortalité dans ces patients-là. Donc, éviter de surtraiter les gens, éviter aussi les cathéters urinaires à l'hôpital, qui sont souvent mis pour monitorer les patients ou traiter l'incontinence, alors qu'ils engendrent beaucoup de conséquences, notamment des infections, des complications qui vont prolonger la durée d'hospitalisation. Un sujet très difficile qui implique aussi la médecine ambulatoire, c'est éviter les benzodiazépines ou les médicaments pour le sommeil, comme ça a été montré aussi dans d'autres pays. C'est très important. On a une étude récente qui a été présentée à la SSMI en mai 2015 qui a montré qu'à la sortie des hôpitaux, il y avait jusqu'à 20 à 30% de patients en plus qui sortaient avec des somnifères. Et après, comme médecin ambulatoire, vous savez que c'est un très gros challenge une fois qu'ils ont été commencés de réussir à les arrêter, une fois que les patients se sont habitués à ces médicaments qui favorisent les chutes, qui favorisent aussi les problèmes de démence, comme montré dans plusieurs récentes études. Un exemple aussi très important qui a été montré par Wendy Levinson, c'est les transfusions à l'hôpital. Les dernières études montrent qu'il faut plus atteindre des seuils élevés d'hémoglobine qu'un seuil entre 7 et 8 pour la plupart des patients qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire active, d'insuffisance cardiaque ou d'AVC actif, que ces transfusions n'apportent pas de bénéfices, entraînent une très grosse utilisation des ressources, pose des problèmes après disponibilité des quantités de sang qui sont nécessaires pour les patients, par exemple après la chirurgie. C'est un domaine où on peut améliorer, c'est un des rares domaines où il y a vraiment une bonne preuve qu'on peut améliorer. Wendy a montré tout à l'heure les variations qu'il y avait à UCSF. Ils ont maintenant présenté aussi en mai à Toronto les changements qu'on arrivait à faire sur les transfusions. Ils ont réussi en moins d'une année à réduire de 30% les transfusions à l'hôpital, ce qui est énorme, en moins d'une année dans pratiquement tous les services, en leur retransmettant les taux de transfusion qu'ils faisaient, les taux individuels. On a réussi en moins d'une année à changer les taux de transfusion de façon massive, ce qui est vraiment important. Donc on peut, avec ces listes, sont un bon début, mais si après on intervient, on a besoin de mesurer, si on peut retransmettre ces mesures, notamment au niveau des services, au niveau idéalement des médecins individuels, on peut influencer leur pratique. Un point aussi où on peut certainement s'améliorer à l'hôpital, c'est les prescriptions inappropriées. On a un gros problème de patients âgés qui se retrouvent en raison de ces guidelines, qui sont pour des monopathologies, qui se retrouvent avec 10 médicaments, 12 médicaments. Je montrerai des données sur la polypharmacie en Suisse tout à l'heure. Et on voit que sur une étude là, qui a été conduite dans 6 pays européens, y compris la Suisse, que le taux de prescription inappropriée est très élevé. Et ça dépend aussi du setting. Il y a une partie qui peut être améliorée en ambulatoire. On a des critères de médicaments stop. C'est des médicaments qui n'apportent pas de bénéfice aux patients dans un certain contexte. Les médicaments start, c'est plutôt les médicaments qui, eux, auraient un bénéfice sur le pronostic, mais qui n'ont pas été donnés, alors que d'autres ont été donnés de façon inutile. Et on voit qu'en soins de premier recours, en cabinet ambulatoire, on a à peu près 20% de taux de médication inappropriés. Et à l'hôpital, on a une grosse responsabilité, puisqu'on voit qu'à l'hôpital, ça s'élève entre 35 et 60% de prescriptions inappropriées à la sortie de l'hôpital, qui risquent aussi de se poursuivre après à long terme. Et où il y a aussi une grande marge d'amélioration, c'est dans les EMS, dans les homes, où on a jusqu'à 60% de prescriptions inappropriées pour différentes raisons, mais probablement un manque de réévaluation régulier des prescriptions de ces patients. Je montrerai tout à l'heure les taux de médicaments dans les EMS en Suisse sur une étude intéressante qui a été faite.
Pourquoi c'est aussi important de baisser ces médicaments inappropriés? C'est que non seulement ils n'ont pas de bénéfice pour le patient, mais ils peuvent aussi causer des effets secondaires, dont un certain nombre vont augmenter le taux d'hospitalisation, notamment chez les patients âgés. Il y a plusieurs médicaments qui ont été clairement associés avec un risque de chute. Un patient âgé qui chute, comme vous le savez, il va se retrouver souvent avec l'hôpital. S'il a en plus une fracture du fémur, il va vraiment péjorer son pronostic. Donc rien qu'avec une prescription, on risque de vraiment péjorer la qualité de vie et le pronostic du patient. Les benzodiazépines, les antipsychotiques ou les opiacés, quand il n'y a pas d'indication, quand ils sont utilisés à long terme. Les problèmes d'hypotension, très fréquents chez les personnes âgées. Les anciens guidelines disaient qu'il fallait traiter très agressivement la tension, sans différenciation selon l'âge. Les nouveaux guidelines sont plus prudents et conseillent de moins réduire la tension chez les patients âgés. Et on sait que ces hypotensions causent des chutes, entraînent des hospitalisations. Les diurétiques, des très bons médicaments dans beaucoup de situations, mais il faut être prudent, notamment chez les patients âgés avec les troubles électrolytiques, toute une série de médicaments qui peuvent causer des lésions aux reins. Les médicaments, les anti-inflammatoires, des bons médicaments pour la douleur, mais qui peuvent aussi causer des effets secondaires. Et les problèmes de bradycardie avec les bêta-bloqueurs, c'est des causes très fréquentes d'hospitalisation. Donc le but de diminuer ces traitements inappropriés, c'est non seulement d'avoir une meilleure thérapie, mais aussi de prévenir des événements qui sont très défavorables pour la santé des patients. Il y a aussi un autre domaine, alors plus difficile, c'est le dia m'a été transmis par le professeur Perrier, là, qui a fait une revue de la littérature sur ce sujet-là, de voir quelles sont les interventions qui touchent un petit nombre de patients, mais qui par contre ont des coûts très importants et qui sont quotidiennement faites dans nos hôpitaux. La vertébroplastie pour les fractures stoporotiques, la fermeture du foramen ovale, où à Berne on a une spécialité, probablement les taux les plus élevés d'Europe ou du monde. Pour ça, la fermeture de l'auricule gauche pour la fibrilisation auriculaire, qui a certaines indications, mais qui a aussi des limites dans les données actuelles qu'on a. La chirurgie de l'arthrose, comme ça a été bien montré par le collègue de Leiden tout à l'heure. La revascularisation coronarienne, un sujet certainement très chaud à discuter avec nos collègues cardiologues, mais on sait que selon les études qui ont été faites aux États-Unis, ils parlent de jusqu'à 80% des implémentations de stents qui seraient faites dans la situation d'une angine de poitrine chronique. On ne parle pas de la prise en charge d'un infarctus ou d'un syndrome coronarien aigu, où là, c'est clairement démontré qu'il y a un bénéfice d'intervenir et de mettre en stent. Mais il y a aussi beaucoup de situations qui sont faites dans des situations chroniques où il n'y a pas de preuve pour le moment que les stents soient meilleurs qu'un traitement médicamenteux. Il y a aussi cette étude qui a été publiée par nos collègues de Zurich, où on a vu que chez les patients qui avaient chroniquement de l'angine de poitrine, il y avait jusqu'à 34% des stents qui avaient été implémentés sans avoir un test d'effort, malgré que c'est recommandé dans les guidelines de faire un test d'effort avant d'implémenter un stent. La vertébroplastie, on ne va pas voir le détail de ce stent, mais c'est une intervention qui est extrêmement pratiquée. Il y a 2 grandes études randomisées, c'est des petits groupes, mais elles sont publiées dans New England, donc dans le meilleur journal au monde. Ces 2 études montrent, vous avez différentes, vous voyez pas très en détail, mais c'est différentes échelles de douleur, et on compare les gens qui ont une vertébroplastie et des gens qui ont une intervention en aveugle, donc on leur a fait une fausse intervention, donc sans intervenir, sans leur injecter de ciment dans les vertèbres. Et sur la douleur, il y a une toute petite amélioration dans la première, 2e semaine, et après, aucun bénéfice à 3 mois pour des interventions extrêmement coûteuses. On voit là aussi le challenge de ces études ont été faites déjà il y a plusieurs années, en 2009. Malgré ces études qui ont été publiées dans le journal le plus lu au monde, il n'y a pratiquement aucune diminution des vertébroplasties après ces publications. Donc là, je crois qu'on a un grand travail de communication à faire quand il y a des études négatives qui ne sont pas forcément prises en compte pour la pratique des soins. En Suisse, on a un projet où on évalue avec le soutien de l'Académie suisse des sciences médicales et de la Bangerter Stiftung de voir toutes ces interventions dont l'indication est controversée ou qu'il n'y a pas de preuve d'utilité, voir quelles sont les variations entre les différentes parties de la Suisse. C'était un gros challenge avec l'Office fédéral de la statistique d'obtenir ces données. Après une année de négociation, on les a obtenues et on espère avoir prochainement les résultats. Ce qu'on voit dans les premières tendances, c'est que ces interventions, notamment la vertébroplastie, est en augmentation exponentielle malgré 2 études négatives. Et
pourquoi il y a une augmentation de ces soins qui n'ont pas été prouvés? Il y a beaucoup de facteurs qui ont été discutés en détail par mes collègues, je ne reviendrai pas en détail, mais certains points qu'on remarque au niveau hospitalier en Suisse avec l'introduction des DRG de façon systématique depuis peu. Il y a quelques données dans la littérature que les DRG appliqués de façon très rigide au niveau des coûts peuvent conduire à une augmentation des coûts, comme publié dans cet article du BMJ en 2013. Ça dépend un peu des politiques de chaque pays, mais dans les pays où il n'y a pas eu de mesures pour réduire les risques des DRG, les hôpitaux sont poussés à faire des interventions invasives, à en faire toujours plus parce que le remboursement est plus grand pour ces interventions. Donc, on va traiter plus de patients, même s'il y a peut-être un bénéfice des fois questionnable, et parce que ça permet d'équilibrer le budget des hôpitaux. Donc, vraiment un effet extrêmement pervers de ces DRG. C'est pas quelque chose de systématique, mais ça a été démontré dans quelques études, par exemple de mettre des stents avec drug-eluting stent ou de faire des interventions comme la vertébroplastie ou d'autres interventions qui n'ont pas un bénéfice clair pour les patients. Il y a des indications très claires pour ces stents, mais on voit que ça peut être appliqué de façon beaucoup trop large pour des raisons de coût. Il y a aussi ce cherry picking qui est décrit dans la littérature où notamment certains hôpitaux privés ont montré qu'ils envoient les patients complexes dans le système public. Comme ça, ils permettent d'améliorer leurs revenus. Ça a été bien démontré en Angleterre et en France. J'ai discuté avec Wendy qui mentionnait qu'au Canada, ils ont fait une limite dans le budget des hôpitaux pour éviter ces phénomènes qui permettent d'augmenter le budget des hôpitaux, mais qui risquent d'augmenter le surtraitement sans améliorer la qualité des soins des patients. Le grand problème, c'est est-ce qu'il faut faire quelque chose, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réduire la qualité des soins? Le problème est bien reconnu, mais les interventions pour améliorer sont beaucoup plus difficiles. Je pense que si on regarde les données sur la polypharmacie par rapport à ce que j'ai montré sur les médicaments, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là. On voit, ça c'est des données d'Écosse, je montrais les données pour la Suisse, le nombre de médicaments augmente de façon exponentielle avec l'âge. On regarde si les patients ici qui ont autour de 70 ans, ils ont en moyenne 5 médicaments différents par jour. Et on voit chez les patients de 90 ans il y en a 20% qui ont plus de 10 tablettes, 10 médicaments différents par jour avec des interactions tout à fait incontrôlables chez ces patients. On a reproduit ces figures en Suisse et on voit que les données sont assez similaires, avec aussi une augmentation avec l'âge, énormément de patients qui se retrouvent avec 5, 6, 7 médicaments par jour, alors qu'on ne contrôle plus les interactions quand ils ont autant de médicaments. Une étude très intéressante qui a été publiée il y a quelques années, c'est les taux de prescription dans les EMS. Dans 10 EMS dans le Jura, ils ont regardé le nombre de médicaments par patient par jour, nombre de substances différentes, et ils ont trouvé qu'en moyenne, les patients avaient 12,8 médicaments par jour, pour des patients qui sont plutôt dans les dernières années de leur vie, donc où les médicaments préventifs sont très questionnables, et la variation était en 2 jusqu'à 27 27 substances différentes par jour que les patients recevaient. Un gros problème qu'on a à l'hôpital, et là je pense qu'on a besoin de plus de recherche, c'est le problème de l'application des guidelines avec ces patients très âgés. La plupart des patients très âgés, ils ont été exclus des études. Dès qu'un patient a plus de 2 maladies, sur les études dans les 15 dernières années, 63% des études ont systématiquement exclu ces patients. Il n'y a que 2% des études qui ont explicitement inclus ces patients, alors que 50% de la population a 2 ou plus de maladies. Et je pense que là, on a vraiment besoin de nouvelles études pour savoir comment traiter ces patients qui ont plus qu'une seule maladie, qui sont ceux qui sont actuellement inclus. Et c'est pour eux que les guidelines ont été développés, avec le problème que quand on applique ces guidelines à des patients de 75 ans avec 3 ou 4 maladies, on se retrouve vite avec plus de 10 médicaments par jour. L'Union européenne a pris un soutien maintenant d'essayer de réduire cette polypharmacie, notamment a fait un appel pour essayer de réduire la surutilisation chez les patients multimorbides
On a eu la chance d'obtenir un de ces fonds pour essayer de coordonner au niveau européen un projet pour réduire les médicaments inutiles et essayer de diminuer les hospitalisations chez ces patients multimorbides. Et je pense qu'il y a un grand intérêt au niveau politique et au niveau de l'Union européenne. Comme vous savez, l'Union européenne, c'est top-down, les appels pour les financements, il y a un grand intérêt. On avait le directeur de la recherche de l'Union européenne qui était en visite à Berne la semaine passée, qui nous a dit que c'était un des projets prioritaires qu'il voulait soutenir dans les prochaines années. Un grand problème qu'on a, c'est qui va financer ces études. C'est clair que ce n'est pas l'industrie qui a un intérêt à financer des études sur les patients multimorbides. Est-ce que c'est le Fonds national en Suisse? On a des doutes. Ils viennent de mettre, ce qui est une très bonne initiative, là pour 2 ans, des projets d'études randomisées indépendantes de l'industrie. Dès qu'on va dans des études où on regarde les évaluations cliniques, les budgets dépassent largement ce que le Fonds national donne pour faire ce type d'études. Et donc là, on a besoin de plus grand soutien. L'Académie, je vais peut-être sauter, ce ne prend pas leur rôle principal. L'OFSP, ça serait une possibilité, mais ils n'en prennent pas le financement pour financer ce genre d'études qui sont essentielles pour améliorer les soins des patients âgés. Mon collègue Peter Juni avait proposé qu'il y ait un partnership du Fonds national de l'industrie et des assurances pour financer ça. On a eu une grande rencontre en juin 2014, mais pour le moment, pas beaucoup de succès pour financer ça. Il y a une solution intéressante qui a été développée en Italie. En Italie, ils ont fait un fonds indépendant pour la recherche qui est financé par l'industrie pharmaceutique qui doivent donner 5% de leurs bénéfices sur les campagnes de promotion qu'ils font pour financer la recherche indépendante et qui pourrait notamment être une bonne possibilité pour mieux financer la recherche chez ces patients âgés qui sont exclus des études de l'industrie habituelle. En gros, en résumé, je pense qu'on a un grand rôle pour réduire la surutilisation. Je pense que ce serait important que les spécialistes aussi joignent pour le développement de ces top 5 lists. Il y a plus de 60 spécialités aux États-Unis qui ont rejoint ce mouvement. Malheureusement, actuellement, la majorité de l'évidence n'est pas applicable à la majorité des patients âgés, notamment les patients âgés en hôpital. Et il faut qu'il y ait une meilleure collaboration pour développer des nouvelles études, des guidelines centrés sur les patients et prendre un financement public pour adresser ces questions extrêmement importantes afin de pouvoir réduire vraiment le surtraitement et à la fin améliorer la qualité des soins des patients. Merci de votre attention.